Et le thème aujourd'hui, c'est l'entrepreneur africain et la honte de gagner de l'argent. C'est le thème de notre masterclass aujourd'hui. L'entrepreneur africain et la honte de gagner de l'argent. Déjà, pourquoi est-ce que je décide d'organiser cette première messe entrepreneuriale sur cette thématique? C'est parce que depuis plus de 10 ans que j'entreprends, depuis plus de 10 ans que je rencontre des entrepreneurs, que je discute avec des entrepreneurs, jeunes ou vieux, je me rends compte spécifiquement que dans le contexte africain, beaucoup d'entrepreneurs ont un problème avec l'argent, ont un problème avec la richesse. Au départ, je me disais que ça concernait seulement une catégorie de personnes. Je remarquais beaucoup ça chez les entrepreneurs chrétiens, parce que chaque fois que je rencontrais un entrepreneur qui était chrétien spécifiquement, il avait presque toujours des problèmes avec l'argent. Quand je dis des problèmes avec l'argent, c'est ce que j'appelle des problèmes de rapport avec l'argent. C'est du style, vous avez quelqu'un qui entreprend, qui a un talent, qui a des aptitudes particulières, qui réalise des merveilles, mais qui a un problème avec l'idée de s'enrichir, avec l'idée de gagner de l'argent en utilisant son talent. Il estime que prendre de l'argent en contrepartie de son talent, de son expertise, des solutions qu'il apporte, c'est un peu comme trahir Dieu, c'est un peu comme trahir son créateur qui lui a offert gratuitement ses talents. Et pourquoi est-ce qu'il devrait vendre ses talents aux gens? Donc du coup, j'ai remarqué déjà ça dans un premier temps avec des entrepreneurs chrétiens ou alors des entrepreneurs religieux de manière globale. Et avec le temps, je me rendais compte que ça ne concernait pas seulement les chrétiens. Donc, au départ, c'était les chrétiens, mais après, je me rendais compte que même d'autres entrepreneurs qui ne sont pas fondamentalement chrétiens, qui ont d'autres orientations spirituelles, rencontraient pratiquement le même problème. Ça veut dire que vous avez un entrepreneur qui a honte de gagner de l'argent. Ça peut paraître banal, mais beaucoup d'entrepreneurs ont ce problème. Ça veut dire un entrepreneur qui a honte de gagner de l'argent. Il crée une activité qui va l'épuiser, il travaille, il fait des choses incroyables. Mais quand il s'agit de facturer, de dire que donne-moi de l'argent pour ce que je viens de faire, il a honte, il a peur. Et du coup, malgré le fait de travailler très dur, malgré le fait de se donner à fond, il n'arrive pas à facilement dire qu'il veut l'argent qui correspond au travail qu'il a effectué. Et du coup, ça le pousse parfois à choisir d'autres activités dans lesquelles son rapport à l'argent sera beaucoup plus adéquat, lié à sa honte. Ça veut dire, vous allez voir un entrepreneur, il travaille beaucoup. Son travail l'épuise continuellement. Il se bat pour impressionner les gens. Il se bat pour montrer qu'il est le meilleur, qu'il est incroyable. Mais au quotidien, il lit l'heure. Au quotidien, il a des difficultés à manger, des difficultés à se nourrir. Il n'a pas d'argent. Pas parce qu'il n'a pas de talent. Pas parce que c'est un mauvais entrepreneur. Pas parce qu'il n'a pas une expertise qu'il apporte. Non. Au contraire, parfois, il est très intelligent. Mais il a un problème dans son rapport à l'argent. Donc, cette messe entrepreneuriale a pour but de réconcilier dans les entrepreneurs africains avec la valeur de leur travail et la conséquence de cela qui devrait être aussi de l'argent. Donc, si un entrepreneur connecté ici se retrouve dans ce cas de figure, ça signifie qu'il est au bon endroit. Et le prêtre exorciste de cette masterclass, qui est dans une messe entrepreneuriale propulsion, va se charger d'enlever ses démons. Donc, le but de cette messe entrepreneuriale, c'est d'enlever les démons qui sont en toi et qui te poussent à avoir honte de l'argent, à avoir honte de gagner de l'argent, à avoir honte de gagner beaucoup d'argent, à avoir honte même de devenir riche. Oui, il y a des entrepreneurs qui ont honte de devenir riches. Il y a des entrepreneurs qui estiment que devenir riche, c'est un péché, c'est un crime, c'est quelque chose de dangereux. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que ces entrepreneurs ou même ces personnes rencontrent quelqu'un qui est riche, ces entrepreneurs ou ces personnes sont toujours en train de pointer du doigt en disant si lui il est riche, forcément il y a un truc qui n'est pas clair. Son histoire là n'est pas claire.
Donc, il se lève un matin comme ça. Il vend des produits, il gagne beaucoup d'argent, il devient riche. Il propose un service. On lui envoie 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Il devient riche. Non, c'est pas clair ce truc-là. Il y a les sectes derrière. Il y a des fluides de la réussite dangereux derrière. Moi, je ne suis pas comme ça. D'abord que moi, je n'aime même pas demander de l'argent aux gens. Moi, j'aime travailler gratuitement. Ce que Dieu m'a donné gratuitement, je dois aussi donner gratuitement. Mais attends, est-ce que Dieu t'a dit de lire? Dieu t'a aussi dit de souffrir. Dieu t'a aussi dit que tu dois devenir un mendiant. Parce que fatalement, tu deviens non seulement un mendiant, parce que tout le temps, tu passes du temps à prendre ton téléphone, demander de l'argent aux gens, demander des services aux gens. Donc, tu deviens un mendiant. Tu deviens aigri parce que, étant donné que ta situation sociale et économique ne s'améliore pas, lorsque tu vois quelqu'un qui a une situation sociale et économique qui s'améliore, tu te dis forcément que cette personne est en train de faire quelque chose d'illégal. Donc, tu deviens aigri vis-à-vis des autres qui s'en sortent, vis-à-vis des autres qui réussissent, vis-à-vis des autres qui ont une situation sociale et économique meilleure par rapport à la tienne. Et du coup, parfois, tu les retrouves en train de dire, moi, je suis plus talentueux que tel. Comment lui, il a une meilleure situation par rapport à moi? Non, parfois, le problème n'est pas ton talent. Le problème n'est pas ton savoir-faire. Le problème est le rapport que tu as par rapport à l'argent. Donc, comme je dis au départ, moi, je rencontrais beaucoup ce problème avec des entrepreneurs chrétiens, mais je me suis rendu compte que ce ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui ont ce mauvais rapport avec l'argent. Parfois, ça peut provenir de la famille, parfois, ça peut provenir de plusieurs autres causes. On va voir cela durant cette messe entrepreneuriale. Donc, voilà ce qui m'a poussé à vouloir organiser cette messe entrepreneuriale propulsion sur cette thématique. Donc, on en aura pour pratiquement 1 heure de temps. Je vais présenter quelques cas pratiques pour que vous puissiez comprendre exactement à quel point c'est une situation qui peut particulièrement être grave. Et je voudrais vraiment que ceux qui rencontrent ce problème soient très attentifs parce que je vais aussi présenter quelques solutions qui vont vous permettre de sortir de cette situation parce que vous avez des démons en fait. On doit enlever ces démons-là. Donc moi j'ai pris ma casquette de prêtre exorciste durant cette messe entrepreneuriale propulsion pour prélever ces démons-là et les détruire, pour vous laisser libre, pour que vous soyez fiers de gagner de l'argent, pour que lorsqu'on parle d'argent, vous soyez content. Lorsqu'on dit 200 millions, que ça ne vous fasse plus peur. Lorsque vous rédigez votre projet, on vous demande il faut combien pour ton projet. Tu dis qu'il me faut même 2 milliards. Il ne faut plus que tu aies peur de l'argent, que tu aies peur des chiffres. Ce qui te fait en avoir peur, c'est un démon. Tu as un démon en toi. Peut-être tu ne sais pas. C'est un démon. Et mon rôle est donc d'enlever ce démon-là. Voilà. Donc vous comprenez bien pourquoi le thème correspond au titre de l'événement, c'est-à-dire la messe entrepreneuriale propulsion. Donc on est au-delà de la masterclass. Il y a les masterclass et il y a les messes entrepreneuriales propulsion. La masterclass, bon, c'est pour des thèmes qui sont simples. Marketing, la vente, le commerce, les techniques, machin. Oui, ça c'est la masterclass. La messe, c'est quand le démon ne veut pas sortir. La messe, c'est quand on se rend compte qu'on a tout essayé. Les techniques ne fonctionnent pas. Les stratégies ne fonctionnent pas. Le démon résiste. On dit, bon, ok, comme le démon ne veut pas partir, il faut donc un prêtre exorciste. Donc, je porte ma casquette de prêtre exorciste durant cette masterclass. Alors, pourquoi est-ce que nous avons honte de gagner de l'argent? Pourtant, nous tous, voilà, on a besoin d'argent. Tout le monde sait qu'on a besoin d'argent. Même ceux qui ont honte de gagner de l'argent, là, savent qu'ils ont besoin d'argent. Le problème, c'est qu'ils ont honte d'en gagner. C'est ça le problème, en fait. Donc, vous voyez des entrepreneurs qui disent qu'ils veulent réussir. Mais dès qu'il faut vendre, dès qu'il faut facturer ses services, dès qu'il faut encaisser de l'argent, dès qu'il faut relancer les prospects, et donc d'assumer ses ambitions de prospérité financière, ça commence à les gêner. Et vous allez remarquer que nous sommes dans une société dans laquelle, et surtout en Afrique francophone, où on méprise les vendeurs, on méprise les commerçants. La preuve, c'est que
Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est un commerçant, ça l'énerve. Quand moi je dis souvent à mes collègues médecins que nous sommes des commerçants, ils disent que non, est-ce que je suis un commerçant? Moi je suis un médecin, il dit que mais attends, tu dis que tu es médecin comment? N'est-ce pas tous les jours tu vends les médicaments? Il dit que non, je ne vends pas les médicaments, je prescris, je prends en charge les patients. Il dit que regarde-moi un feignant, tu es un commerçant. Il n'y a rien de différent entre toi le médecin et celui qui vend l'huile rouge au marché Mokolo. La différence c'est quoi? Quelle est la différence? Vous êtes les mêmes. Celui qui vend l'huile rouge à Mokolo, il y a une maman qui vient. Elle lui dit que mon fils, je veux l'huile. Il dit que la mère, tu as besoin de l'huile, pourquoi? C'est déjà une consultation qu'il est en train de faire. Que j'ai besoin de l'huile pour faire le coquille. Il dit que d'accord la mère, pour faire le coquille, moi je te recommande l'huile rouge. Parce que moi j'ai plusieurs huiles. Je te recommande l'huile rouge, mais pas n'importe laquelle. Je vais te recommander cette huile rouge qui a été bien pressée à froid. Les noix proviennent d'un consamba. Il va t'expliquer comment est-ce que son huile rouge a été fabriquée. Il va te vendre son huile rouge. Il encaisse l'argent. La différence avec le médecin, c'est quoi? Le médecin, d'abord, pour le rencontrer, on paye la consultation. Donc, c'est un commerçant. Il vend son service de consultation. Dès que tu le rencontres, il te consulte. À la fin de la consultation, qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas, il rédige une ordonnance. Sur l'ordonnance, là, qu'est-ce qu'il fait? Il met le nom des médicaments, n'est-ce pas? Il met le nom des examens que tu dois faire. Il t'envoie au laboratoire. Il peut demander qu'on t'hospitalise. Quand il te dit que tu dois prendre le paracétamol, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il vient de te vendre le paracétamol. Tu vas prendre l'ordonnance, tu vas aller en pharmacie, acheter le paracétamol que le médecin t'a vendu. Le médecin, c'est un vendeur, c'est un commerçant. C'est juste que pour montrer que non, c'est une profession prestigieuse, on a utilisé donc un jargon pour qu'il ait l'impression qu'il n'est pas un commerçant. Pour qu'il ait l'impression que non, moi je suis un médecin, j'offre mes prestations, je consulte, je prends en charge des patients, je sauve des morts. Tu es un commerçant. Tu prends en charge quoi? Tu es un commerçant, c'est tout. L'ingénieur, c'est un commerçant. Tout le monde est commerçant. Il n'y a personne qui n'est pas commerçant. Tu fais quel métier? Dans tous les métiers, on est commerçant. Tu vends forcément quelque chose à quelqu'un. Il peut s'agir d'un produit ou d'un service. Peut-être ton métier a un nom, mais la finalité, c'est le commerce. La finalité, c'est le commerce. Sauf que nous sommes dans une société dans laquelle commerçant, c'est un mot qui a été stigmatisé. Lorsqu'on dit que tu es un commerçant, ça te fait mal. Et parfois, on insulte les gens en disant, dis donc, ce n'est qu'un commerçant. Est-ce que moi, je parle avec les commerçants? Je n'ai rien à foutre avec les commerçants. L'école t'a dépassé. C'est pour ça que tu fais le commerce. Vous voyez que dans nos sociétés, on stigmatise le commerçant. On stigmatise le vendeur. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que lorsqu'on a passé du temps à stigmatiser quelque chose, lorsqu'il nous arrive de vouloir faire cette chose, en fait, on aura honte. On ne va pas vouloir assumer de peur soi-même d'être stigmatisé parce que nous-mêmes, on a stigmatisé cela et on a grandi dans un environnement où cette chose a été stigmatisée. C'est ça le problème, en fait. Donc, vous voyez, tout le monde veut gagner de l'argent. Ça, on le sait. Mais ceux qui veulent gagner de l'argent, là, jugent ceux qui gagnent déjà de l'argent. Vous voyez quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Il lit l'heure. Son loyer, il n'arrive pas à payer. Il n'arrive pas à se vêtir normalement. Il n'arrive pas à manger normalement. Mais quand il voit quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il juge la personne. Il calomnie la personne. Ça veut dire qu'en fait, il est en train d'insulter ce que lui-même il recherche. Et il pense qu'il va pouvoir obtenir ce qu'il critique, ce qu'il insulte, ce qu'il calomnie tous les jours. Tu ne peux pas attirer à toi ce que tu n'es pas. Parce que l'argent, ça s'attire. J'en ai parlé dans plusieurs masterclass précédentes. Je ne vais pas revenir dessus. L'argent, comme plusieurs personnes le disent souvent, c'est un peu comme le rapport du miel à l'abeille. C'est la même chose en fait. Ça veut dire que vous avez le miel qui est là, qui attire les abeilles. Vous allez considérer ici
l'abeille comme l'argent. Si l'abeille, c'est l'argent, et toi, tu veux l'argent qui est l'abeille, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te transformer en miel. Ça veut dire que tu dois avoir une attitude, un comportement qui pousse l'abeille à venir vers toi. Donc, tu dois avoir les caractéristiques du miel. Comment est-ce que tu vas avoir les caractéristiques du miel si au quotidien, tu insultes le miel? Tu insultes ceux qui sont déjà devenus le miel. Tu calomnies ceux qui sont déjà devenus le miel. Tu passes du temps à juger, à pointer du doigt ceux qui ont déjà fait le processus de transformation et qui sont devenus le miel et qui attirent déjà les abeilles. Toi, tu tires sur eux, tu les insultes, tu les calomnies et tu penses que toi, tu vas pouvoir devenir le miel, alors qu'en fait, toi-même, tu as besoin de devenir le miel pour avoir aussi les abeilles, puisque tu as besoin des abeilles pour payer ton loyer. Tu as besoin des abeilles pour te vêtir. Tu as besoin des abeilles pour t'occuper de ta famille. Tu as besoin des abeilles pour te nourrir. Considérons ici, comme je l'ai dit antérieurement, les abeilles comme de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas passer du temps à juger, à insulter ce que vous-même vous souhaitez avoir. Ça produit des vibrations émotionnelles et même spirituelles qui vous éloignent de votre capacité à obtenir cette chose-là. Donc, si j'ai une première recommandation à vous donner, ne critiquez plus jamais ceux qui ont atteint un niveau que vous souhaitez atteindre. Ne le faites plus jamais. S'il y a un niveau que vous souhaitez atteindre, s'il y a un objectif que vous souhaitez atteindre, vous voyez des personnes qui ont déjà atteint cet objectif, ne critiquez jamais ces personnes. Jamais. Ne jugez jamais ces personnes. Ne pointez jamais du doigt pour calomnier ces personnes. Ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas donner un avis constructif par rapport à ce que ces personnes font. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ces personnes peuvent avoir des manquements. Ces personnes peuvent avoir des défauts. Et comme je le dis toujours, lorsque vous prenez un morceau de poulet et vous le mangez, vous ne mangez pas tout. Vous allez manger une partie et parfois vous allez jeter les os. Ça veut dire que même le poulet, lorsque vous le mangez, il y a une partie que vous mangez et une partie que vous jetez. Pourquoi avec les êtres humains, vous ne voulez pas faire la même chose? Avec les êtres humains, faites pareil. Si vous voyez quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif que vous souhaitez atteindre, considérez cette personne comme un gros morceau de poulet, comme une grosse cuisse de poulet. Vous mangez la chair de cette personne, c'est-à-dire ses connaissances, son savoir-faire, son relationnel, son expérience. Et si vous vous rendez compte que la personne a aussi des os qui ne vous correspondent pas, que vous n'appréciez pas, que vous n'aimez pas, c'est simple. Vous jetez les os. Mais ne jetez pas tout le morceau de poulet, la chair et les os, juste par rapport à votre ego. Juste par rapport au fait que vous allez dire que non, il y a des os sur lui. Comme il y a des os, je ne mange pas. Non, il y a aussi de la chair. C'est pour ça que je dis qu'on apprend de tout le monde, même de ceux qu'on n'aime pas. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que tu ne dois pas apprendre de cette personne. Non. Donc ça, c'est la première recommandation que je vais donner à toutes les personnes connectées qui rencontrent ce problème. N'insultez jamais, ne jugez jamais, ne calomniez jamais quelque chose ou quelqu'un qui a déjà atteint un objectif que vous-même vous souhaitez atteindre. Tout le monde connecté ici souhaite gagner de l'argent. Tout le monde connecté ici a besoin de l'argent. Tout le monde connecté ici a des responsabilités, a des charges à gérer. Tout le monde connecté ici a des rêves, a des projets. Chacun ici souhaiterait plus tard devenir quelque chose de plus élevé. Mais pourquoi est-ce que vous identifiez les personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire là et vous passez votre temps à critiquer ces personnes? Vous êtes en train de créer un égrégore qui va vous empêcher de pouvoir atteindre ces objectifs-là vous-même. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose qui explique pourquoi certaines personnes ont honte de gagner de l'argent, c'est le fait que nous sommes dans une société où on applaudit ceux qui souffrent
et on critique ceux qui gagnent beaucoup d'argent. C'est incroyable, mais c'est réel. Quand tu souffres dans notre société en Afrique francophone, tout le monde applaudit. La preuve, c'est quoi? Vous allez parfois voir sur Internet, on va poster la photo d'une personne, on dit vraiment cette personne souffre beaucoup depuis 2 ans, elle traverse telle difficulté. Les gens vont venir dire, par la gloire de Dieu, le miracle va se faire vraiment. Sois courageuse, il faut encore prier. Je suis sûr que ton jour va aussi venir. C'est difficile, mais c'est possible. Crois en toi, ne lâche pas. Vraiment, moi aussi j'étais dans des situations difficiles comme ça. Et puis je me suis battu, j'ai pu le faire. Toi aussi tu peux le faire. Je vais vous demander de faire un exercice. Prenez votre téléphone aujourd'hui. Vous faites un statut WhatsApp où vous partagez une mauvaise nouvelle vous concernant. Même si vous allez créer la mauvaise nouvelle. Là. Donc vous partez sur WhatsApp. Vous faites un statut où vous parlez d'un malheur que vous avez. Comment ça vous attriste. Vous mettez les pleurs. Vous mettez les statuts en noir. Avec beaucoup de pleurs. Comment c'est possible? Je n'en peux plus. Je craque. Je souffre. Vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui regardent vos statuts depuis 6 mois. Ils n'ont jamais mis un j'adore. Ils n'ont jamais commenté. Ils vont venir dire, Alice, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, explique-moi un peu. Je ne comprends pas. Tu dis qu'il y a quoi? Si je peux faire quelque chose, laisse-moi un message, s'il te plaît. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Tu es en train de souffrir. C'est là où les gens viennent vers toi. Les gens applaudissent. Les gens disent, tu peux le faire. Quand ils le font, ce n'est pas forcément parce qu'ils t'aiment. Hein. Il y a certains qui font ça pour juste en savoir plus. Afin de mieux se moquer de toi. Pas forcément devant toi. Maintenant, fais un autre exercice. Tu dis vraiment, je viens de créer une nouvelle entreprise. Je viens d'inaugurer mon nouveau siège. Dans 2 semaines, je vais ouvrir mes bureaux dans une nouvelle ville. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui regardent et ne disent rien. Et parfois même, ils capturent et ils partent dans d'autres groupes dire, je t'avais dit que le gars s'est trempé, non? Voilà donc la preuve qu'il a trempé. Voilà la preuve. C'est un voleur. C'est un bandit. Tu penses qu'il prend l'argent où? Tu penses qu'elle prend l'argent où pour voyager comme elle voyage là? Ça, ce sont les bandits, ce sont des tueurs. C'est des gens qui boivent le sang. Oui, ils boivent le sang. C'est juste que tu ne sais pas. Ils boivent le sang. Tu n'as pas vu ces lèvres là? Elles boivent le sang. Ah oui. Donc nous sommes dans une société dans laquelle on applaudit ceux qui souffrent et on critique ceux qui commencent à réussir. Pire encore pour ceux qui réussissent déjà. On les critique encore plus. Un autre phénomène qui est incroyable dans notre société, c'est qu'on admire ceux qui réussissent de loin. Ça veut dire, quand on reste par exemple au Cameroun, on voit quelqu'un qui a réussi en Côte d'Ivoire, on dit, oh bravo, félicitations, c'est incroyable. Oh vraiment, ça c'est un entrepreneur qui réalise des prouesses incroyables. On voit quelqu'un qui a réalisé une prouesse au Nigeria, oh félicitations, ouf, ça c'est exceptionnel, ça c'est quelque chose à applaudir. On voit quelqu'un qui a réalisé une prouesse au Togo. Ouh, ça c'est incroyable. C'est la première fois que ça se produit en Afrique. Mais lorsque la même réussite, ou parfois une réussite supérieure, se produit près de nous, commence à dire que non, l'affaire, ce n'est pas clair. Il y a un truc derrière l'affaire-ci. Je ne sens pas trop l'affaire-ci. C'est pas mal ce qu'ils ont fait là. Mais je ne sens pas trop ça. J'ai l'impression que, voilà, c'est une forme d'arnaque. Moi, je pense que c'est une forme d'arnaque. Une forme d'arnaque. Et de toutes les manières, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ce qu'ils ont fait là, ça sert à quoi? C'est inutile. Les gens font mieux que ça au Nigeria, mieux que ça au Togo, mieux que ça en Côte d'Ivoire. Ils ont fait quoi? Ils ont dégagé avec ça. Donc, en fait, le problème, il est multifactoriel. Déjà, on a un problème culturel, on a un problème familial,
on a un problème psychologique et surtout, on a un problème spirituel. C'est tout ça qui fait en sorte qu'au final, la conséquence, c'est qu'on est honte de gagner de l'argent. Honte de vouloir gagner beaucoup d'argent. Alors qu'on sait qu'on en a besoin. C'est-à-dire que tu sais que tu as besoin d'argent, mais tu as honte d'en gagner. Mais ce n'est pas fondamentalement de ta faute. C'est parfois de la faute à toutes ces contingences qui interviennent, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être sociales, qui peuvent être économiques, qui peuvent être familiales, qui peuvent être spirituelles. Vous voyez quelqu'un qui est compétent dans un domaine. Depuis plusieurs mois, il travaille sur un programme de formation. Il est sur Internet, il fait des recherches régulièrement. Il ne dort pas la nuit, il a vendu son lit. Il investit de l'argent, il achète des livres, il fait des shootings photos professionnels, il fait des vidéos professionnelles, il améliore son image, il améliore son branding, il fait un travail incroyable. Lorsqu'on lui demande que ton service coûte combien, il dit que donnez-moi seulement ce que vous pouvez. Hein. Ce que vous pouvez, vous me donner. Viens me défendre avec. Donne-moi aussi ce que tu as, non? Ah oui. Voilà un cas de figure d'une personne qui a honte de gagner de l'argent. Pourtant, elle a eu à passer beaucoup de temps pour accumuler ce savoir-faire, cette compétence, ou même encore ce produit. Vous voyez des gens qui n'arrivent pas à relancer des prospects. Qui sont toujours en train de vouloir baisser leur prix. Qui ont honte même de présenter le prix. Tu vois un commerçant, on lui demande que ton produit coûte combien. Il dit 10 000. Le prospect lui dit c'est cher. Il dit bon, donne-moi alors 8 500. Vous voyez? Tu as travaillé pendant 6 mois pour développer un produit. Un prospect vient dire le produit s'il coûte combien? Tu dis 25 000. Il dit que toi aussi 25 000 comment? Tu dis que bon, ok, donne-moi alors 20 000. Tu vois? En fait, tu penses que c'est une technique que tu vas utiliser pour qu'il achète. Non. C'est la conséquence du fait que tu aies honte de gagner de l'argent. Tu aies honte de gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas un problème de technique. C'est un problème beaucoup plus profond. J'espère que vous suivez bien ce que je dis. C'est un problème vraiment profond. Donc, tu n'essayes même pas de défendre ton prix. Tu n'essayes même pas de pouvoir bien traiter les objections. Le problème, c'est que tu as peur d'être jugé, en fait. Tu as peur qu'on te considère comme quelqu'un qui aime trop l'argent. Oui, tu en as peur. Parce que tu as vu les séquelles chez d'autres personnes. Tu as vu comment on traite ceux qui ont beaucoup d'argent. Tu as vu comment on traite ceux qui ont une attitude et qui l'affichent de manière ostentatoire par rapport à l'argent. C'est-à-dire ce désir de gagner beaucoup d'argent. Et du coup, tu te dis non. Je préfère ne pas me faire juger. Je ne veux pas qu'on ait l'impression que j'aime trop l'argent. Au final, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu commences à avoir peur du prix de tes produits. Tu n'arrives pas à assumer le prix de tes produits. Tu n'as même pas encore commencé la négociation, mais tu as déjà capitulé. Tu as déjà commencé à dire, bon, donne-moi alors 7 000. Donne-moi alors 6 500. Quand le client ou le prospect commence déjà à partir, tu dis, ouais, bon, ok, bon, ça va alors. Donne-moi 5 000. Ça va, bon, c'est bon, donne-moi 5 000. En fait, c'est une forme d'insécurité qui se manifeste ainsi. Et je suis certain qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se retrouver dans ce cas de figure. Le problème n'est pas seulement technique, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que le problème, c'est juste une question de technique et de stratégie. Non. Le problème, il est beaucoup plus profond. Le problème, il est émotionnel. Il est même aussi spirituel. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai parlé du cas, par exemple, des entrepreneurs chrétiens qui rencontrent énormément ce problème.
Vous allez voir des entrepreneurs qui vont vous dire que, bon, en fait, moi, ce que je fais là, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Je veux transformer des vies. Ce que je fais là, c'est parce que j'aime l'Afrique et je voudrais que l'Afrique puisse se développer. Moi, quand je regarde des documentaires, je vois comment l'Afrique se retrouve dans une situation sociale et économique défavorable. Il faudrait vraiment que je puisse apporter cette lumière qui va permettre à l'Afrique... Mof, dégage avec ça. Tu veux gagner de l'argent, arrête de raconter des bêtises. Tu n'as même pas pu sauver ta maison, tu veux sauver l'Afrique. C'est parce que tu as honte de gagner de l'argent. Tu as honte d'assumer que tu veux gagner de l'argent. C'est pour ça que tu racontes des histoires à dormir debout. Je ne fais pas ça pour de l'argent. Tu fais ça pourquoi? Bon, ce que tu es en train de faire là, c'est pourquoi? Tu veux sauver l'Afrique, vrai? Tu es sûr que tu veux sauver l'Afrique? Si on entre dans ce qu'il faut faire pour sauver l'Afrique, tu peux le faire. Si on demande de marcher, tu vas marcher. Si je te demande de me raconter l'histoire de 2 héros africains qui sont morts pour l'Afrique, parce que essayant de sauver l'Afrique, parce que si tu veux sauver l'Afrique, ça veut dire qu'en fait, tu veux continuer le combat des bâtisseurs de l'Afrique. Tu veux continuer le combat de ceux qui eux aussi se sont battus et parfois sont morts, ont été tués parce qu'ils étaient en train de se battre pour sauver l'Afrique. Donc en fait, c'est un peu comme si nous sommes dans une course de relais et on t'a tendu le flambeau pour que tu puisses continuer la course. Donc tu ne peux pas dire que tu ne connais pas l'histoire de ceux qui étaient là avant. Donc si tu dis que tu veux sauver l'Afrique, tu dois être capable de connaître l'histoire de l'Afrique, de connaître les héros de l'Afrique. Mais tu ne connais rien. D'abord même que ton quartier, tu ne connais pas. Ton village, la dernière fois que tu y es allé, ça fait peut-être 2 ans. Ton pays, tu ne connais pas. Mais tu veux sauver l'Afrique. Bizarrement, ton projet consiste à sauver l'Afrique. Je suis d'accord, c'est quelque chose de noble. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas quelque chose d'honorable de sauver l'Afrique. Mais comment est-ce que tu vas avoir de l'impact si, sur le plan économique, tu n'as rien? Tu veux donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc ça, c'est un autre aspect qui est particulièrement important que vous devez pouvoir comprendre. Ça veut dire que l'argent est fondamental. C'est fondamental. Et si vous avez honte de gagner de l'argent, vous êtes dans un pétrin qui est énorme. J'ai l'impression que vous ne réalisez pas jusqu'à quel point ça va. Si vous avez honte de gagner de l'argent, ça va vous créer des problèmes indescriptibles qu'on ne pouvez même pas imaginer. Vous êtes une couturière, vous êtes un menuisier, vous êtes un bijoutier. Vous faites un travail extraordinaire, apprécié par la plupart des gens. Mais une fois que quelqu'un commence déjà à parler du prix, vous êtes directement en train de vouloir négocier. Vous êtes en train de vouloir directement baisser votre valeur. C'est un problème. Vous oubliez le temps que vous mettez à confectionner vos articles, l'expérience que vous avez accumulée avec le temps, les erreurs passées, la matière première, les apprentissages, les échecs, le transport, la fatigue. Vous oubliez tout. Vous ne pouvez pas oublier tous ces aspects-là qui sont fondamentaux. Donc, il est très important que vous puissiez prendre en compte ces aspects-là. Donc, ça, c'est les principales raisons qui poussent les gens à avoir honte de gagner de l'argent. J'ai donné quelques cas de figure et maintenant, je vais vous présenter quelques solutions. Donc, en réalité, la honte de gagner de l'argent, au-delà d'être une forme de timidité, c'est vraiment une programmation mentale qui est très profonde et qu'il faudrait pouvoir analyser en profondeur. Parce que dans un premier temps, vous avez envie de réussir financièrement, ce qui est tout à fait honorable. Mais ensuite, vous êtes dans un contexte et dans un environnement qui crée des blocages sur le plan mental.
notamment avec cette honte de gagner de l'argent et le fait de vouloir être bien vu socialement. Sauf que nous sommes dans des sociétés africaines où être bien vu socialement parfois signifie être humble, mais nous avons souvent une définition de l'humilité dans notre contexte africain qui est parfois un peu biaisée. Quand je dis biaisé, c'est dans le sens où parfois les gens voient l'humilité comme le fait de s'humilier. Les gens voient l'humilité comme le fait de pouvoir montrer que voilà, on n'a rien, on aime tout le monde, on n'aime pas l'argent, on est vraiment quelqu'un qui s'intéresse uniquement à l'humain. Et puis voilà, tout ce qui est matériel là, non, on ne s'y intéresse pas. Donc on est dans ce contexte-là et du coup, ça fait en sorte qu'on développe donc progressivement cette forme de honte de gagner de l'argent qui est un phénomène qui est particulièrement grave. Et ce blocage, en fait, se manifeste de plusieurs manières différentes. Je vais prendre quelques exemples et ce sont des signaux qui devraient déjà commencer à vous alerter. Ça veut dire que si vous commencez à ressentir ces signaux, sachez que la situation commence à devenir grave. Le premier signal, c'est quand vous avez honte d'annoncer vos prix ou quand vous avez peur d'annoncer le prix de ce que vous proposez. Ça, c'est déjà un premier signal d'alerte. Si vous vous rendez compte que vous développez un produit, vous développez un service, mais lorsqu'il faut parler du prix, vous avez honte de parler de votre prix, ça devrait déjà commencer à vous alerter. Le deuxième signal, c'est lorsque vous avez fini d'annoncer le prix, mais rapidement, vous voulez faire des réductions. Parfois, avant même qu'on ne vous le demande. Vous dites que mon produit coûte 10 000. La personne n'a même pas encore essayé de négocier, mais vous êtes déjà en train de vouloir diminuer le prix. Ou même lorsque la personne vous fait une contre-offre, vous avez déjà diminué le prix. Mon produit coûte 25 000. Ah, dis donc, toi aussi tu exagères, ça coûte trop cher. Ok, d'accord, donne alors 23 000. Parfois, vous le faites et c'est déjà un signal d'alerte qui est très important. Le troisième signal d'alerte, c'est le fait de vouloir travailler gratuitement pour éviter les critiques. Ça, c'est un signal d'alerte qui est majeur. Ça veut dire que vous vous dites, ok, si je dis que ça coûte tel montant, les gens peuvent considérer que je suis quelqu'un qui aime trop l'argent. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire gratuitement parce que je ne veux pas être critiqué. Ça, c'est un autre signal d'alerte qui montre que vous pouvez potentiellement être quelqu'un qui a honte de gagner de l'argent. Et l'autre signal d'alerte aussi, c'est le fait de dire que l'argent n'est pas important. Mais comment vous pouvez dire que l'argent n'est pas important alors qu'à la fin de chaque mois, vous êtes stressé par les factures, stressé par le loyer, stressé par vos charges, stressé par vos différentes responsabilités à assumer et vous continuez de dire que l'argent n'est pas important. En fait, le fait pour vous de dire que l'argent n'est pas important, c'est déjà un signe de blocage qui montre que potentiellement, vous êtes quelqu'un qui a certainement honte de gagner de l'argent. Et moi, je dis toujours que vous ne pouvez pas dire que vous voulez impacter le monde alors que vous n'avez pas déjà un modèle économique fiable qui fonctionne. Vous n'avez pas déjà un business model. Vous n'avez pas déjà une activité qui vous permet de générer de l'argent. C'est pas possible en fait. Et ça, c'est un autre signe. Donc, vous voyez des personnes qui vous disent, moi, j'ai envie de changer le monde. Moi, je veux impacter le monde. Moi, je veux changer l'Afrique. Mais attends, tu veux changer l'Afrique et tu n'oses même pas commencer une petite activité rentable qui te permet de gagner de l'argent. Et c'est l'Afrique que tu vas changer. Mais ce n'est pas possible. Donc, en fait, tu as une entreprise, tu veux que ton entreprise grandisse. Mais tu as peur de poser les actes financiers qui vont permettre à ton entreprise de grandir. Comment est-ce que ton entreprise va grandir sans argent? Mais pour que ton entreprise grandisse, tu as besoin d'argent. Tu as absolument besoin d'argent. Et nous sommes donc dans un contexte africain dans lequel il y a beaucoup de causes, comme j'en ai présenté quelques-unes antérieurement, qui peuvent expliquer ce phénomène. Parce que bizarrement, en Afrique, l'argent est à la fois désiré et critiqué. L'argent est mal enseigné. On soupçonne presque toujours ceux qui ont beaucoup d'argent. Et du coup, en fait, ça crée des sortes de tensions. L'argent est presque toujours associé au mal en Afrique. Lorsque tu as beaucoup d'argent, tu as forcément volé. Forcément, tu fais de la magie. Forcément, tu es dans des cercles ésotériques, tu es dans des réseaux. En fait, l'argent est associé au mal en Afrique.
Et c'est l'une des causes profondes de la honte de gagner beaucoup d'argent. Parce que toi-même, tu sais que lorsque tu vas gagner beaucoup d'argent, tu seras indexé, tu seras associé au mal. Les gens confondent l'humilité et la petitesse. On se dit que être humble, ça veut dire que tu vends petit. Ça veut dire que tu rêves petit. Ça veut dire que tu factures petit. Ça veut dire que tu parles de petits chiffres. Ça veut dire que tu réalises de petites choses. On se dit que être humble, c'est ça. Donc du coup, quand tu as des désirs beaucoup plus grands, des objectifs gigantesques que tu souhaites réaliser, directement on se dit, mais attention, celui-là, il a un problème. Donc on confond l'humilité et la petitesse. Une autre cause importante, ce sont des pressions familiales. Parce qu'il faut dire la vérité, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent en Afrique, la famille commence à devenir un problème assez grave. La famille te met une pression énorme. Tellement énorme au point où parfois, la famille peut devenir une priorité par rapport à ton entreprise et ça détruit le capital de ton entreprise. Donc, nous sommes dans des sociétés africaines où l'argent est suspect. Dès que tu as beaucoup d'argent, immédiatement, ça devient suspect. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas des mauvaises pratiques qui conduisent à de l'argent? Non. J'en ai parlé dans notre masterclass, les fluides de la réussite. J'en ai parlé suffisamment. Donc oui, il existe des mauvaises pratiques. Il existe des choses dangereuses que certaines personnes font pour gagner de l'argent. Mais il existe aussi des personnes qui gagnent de l'argent de manière honorable. Et on ne peut pas tirer donc sur tout le monde. On ne peut pas indexer tout le monde. On ne peut pas ficher tout le monde. C'est pas possible. Nous sommes dans des continents, ou du moins dans un continent où quelqu'un peut souffrir pendant 10 ans. Il n'y a pas de problème. Personne ne pose de questions sur sa pauvreté. Personne n'essaye de diagnostiquer sa pauvreté. Personne n'essaye de comprendre pourquoi il est pauvre. Personne n'essaye de le savoir. Mais dès que la personne commence à réussir, tout le monde pose des questions sur l'origine de son argent. Tout le monde s'intéresse au mécanisme par lequel il gagne de l'argent. Tout le monde devient un enquêteur de son argent. Donc du coup, en fait, on a normalisé la souffrance en Afrique. La souffrance est devenue quelque chose de normal, quelque chose de valorisé. Mais le succès, il est suspect. Et du coup, quand le succès devient suspect, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à avoir honte de gagner de l'argent. Et moi, je dis toujours qu'en Afrique, l'humilité n'est vraiment pas comprise. Les gens pensent que être humble, ça veut dire que tu es petit, en fait. Ça veut dire qu'en fait, tu es un vaurien. C'est comme ça en Afrique. On se dit que tu es un vaurien. On se dit que non. Voilà, tu dois être quelqu'un qui se rabaisse toujours, quelqu'un qui ne reconnaît pas. Et voilà, il met l'humain en avant. Il ne s'intéresse pas à l'argent, surtout pas à l'argent. Quand tu commences à parler de l'argent, non, on va estimer que tu es quelqu'un qui manque d'humilité. Mais en fait, la vraie humilité, c'est quoi? Être humble ne signifie pas refuser sa valeur, non. Être humble, c'est simplement reconnaître sa valeur sans mépriser la valeur de l'autre. C'est tout. Être humble ne signifie pas refuser de grandir. Être humble signifie que je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai de grandes ambitions, je veux réaliser de grandes choses, je veux gagner beaucoup d'argent, mais je reconnais aussi la valeur des autres. Je ne méprise pas les autres. Je respecte les autres. Oui. Mais être humble ne signifie pas que je me dévalue. Être humble ne signifie pas que je me méprise moi-même. Non. Non, non. Parce que, revenons même à la situation familiale et à la pression familiale. Si tout l'argent que tu gagnes dans ton entreprise sert uniquement à montrer que tu es une bonne personne, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège. Ça veut dire que tu as beaucoup d'argent, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu veux utiliser cet argent pour montrer que tu es une bonne personne.
Mais ton entreprise va mourir. Tu gagnes 300 000 francs. C'est toi qui gères les aides familiales. C'est toi qui gères toutes les urgences de la famille. C'est toi qui utilises cet argent pour sauver tout le monde dans ta famille. Mais comment est-ce que tu fais pour que ton entreprise grandisse? Juste parce que tu veux être bien vu, tu veux qu'on dise que tu es humble, que tu t'intéresses aux autres? Non, ça n'a pas de sens. Si tu continues comme ça, tu as une activité qui va stagner. Tu as des charges qui vont augmenter. Tu as un business qui ne va pas se développer. Après, je comprends, tu auras aussi une certaine culpabilité. Ça, c'est lié aussi à notre contexte. Tu auras la culpabilité de te dire, voilà, je n'ai pas pu aider les autres. Non, normalement, je dois aider les autres. Non. Nous sommes dans un contexte social dans lequel on a peur de dépasser les autres. On a des entrepreneurs qui manquent d'ambition. Ils ont peur des réactions que leur ambition va provoquer dans leur entourage. En fait, ils ont même peur de rêver. Parce qu'ils se disent que si tu rêves trop grand, en fait, ça va donner l'impression que tu as envie de dépasser les autres et que tu es prétentieux. C'est faux. On a des entrepreneurs qui manquent d'éducation financière. On apprend tous comment il faut travailler dur, mais on n'apprend pas assez comment est-ce qu'il faut fixer ses prix. Comment est-ce qu'il faut gérer la marge? Comment est-ce qu'il faut investir? Comment est-ce qu'il faut épargner? Comment est-ce qu'il faut négocier? Donc, on nous apprend tous à chercher de l'argent, mais on nous apprend très peu à comprendre exactement c'est quoi l'argent, comment est-ce qu'il fonctionne. On a des entrepreneurs qui estiment que fixer un prix élevé signifie qu'on abuse les gens. Du coup, ils se privent de cette capacité à mettre leur produit au prix qu'il vaut. Tu vois, un entrepreneur, il a peur de facturer parce qu'il croit qu'en fait, et c'est parfois même inconscient, que le fait de fixer un prix élevé signifie que tu es en train d'exploiter les gens. Mais le prix prend en considération plusieurs aspects. Le prix prend en considération la qualité, le prix prend en considération le temps. Le prix prend en considération le risque. Le prix prend en considération ton expertise, tes échecs, la pérennité de ta solution. Le prix prend en considération beaucoup d'éléments. Mais pourquoi est-ce que tu aurais honte de dire que mon produit coûte 500 000 francs, 300 000 francs? Bien sûr, je suis d'accord, tu dois l'adapter par rapport au contexte dans lequel tu te trouves, mais tu ne devrais pas être buté dans ta capacité à pouvoir fixer ton prix. Facturer correctement ne signifie pas voler ton client, c'est faux. C'est simplement respecter ton travail, c'est respecter et surtout protéger ton entreprise. Parce que moi, avec le temps, j'ai fini par identifier quelques symptômes, si on pourrait les qualifier ainsi, qui permettent de reconnaître les entrepreneurs qui ont honte de gagner de l'argent. Les symptômes, il y en a quelques-uns que j'ai pu identifier. Déjà, un entrepreneur qui donne trop de réduction. C'est un entrepreneur déjà qui a des signes qu'il a honte de gagner beaucoup d'argent. Quand vous voyez un entrepreneur qui tout le temps est en train de baisser le prix, parfois avant même que le client ne comprenne la valeur qu'il va apporter. La réduction permanente de prix, là, en fait, c'est un signe d'insécurité sur le plan commercial. Vous voyez un entrepreneur qui travaille gratuitement pour être aimé, ça c'est le deuxième signe. Mais est-ce que l'amour des clients remplace ta trésorerie? Non. L'amour des clients ne va pas payer la facture de la lumière. L'amour des clients ne va pas payer la facture de l'eau. Je suis d'accord, il faut aimer ses clients, il faut se faire aimer, mais pas au détriment de ta trésorerie. Le travail que tu offres n'est pas... C'est un travail qui a de la valeur. Vous voyez les entrepreneurs, et ça c'est la troisième raison que moi je peux identifier, en fait, ils culpabilisent quand ils gagnent beaucoup d'argent. Donc ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent honnêtement, mais attends, tu n'as pas à t'excuser d'avoir réussi, je suis désolé. Et pour moi, le must, c'est l'entrepreneur qui dit qu'il ne travaille pas pour de l'argent. Mais attends, tu ne travailles pas pour de l'argent et ton équipe alors? Tu l'as payé quand même? Les projets, ça avance normalement. Vos investissements, tout se passe bien?
Parce que si tu dis que tu ne travailles pas pour de l'argent, pourquoi est-ce que ça t'étonne donc que tu n'aies pas d'argent? Ah, si tu ne travailles pas pour de l'argent, tôt ou tard, tu n'auras pas d'argent en fait. Parce que tu as décidé de ne pas travailler pour de l'argent. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que la honte de gagner de l'argent entraîne beaucoup de conséquences qui sont graves. Parce que voilà, tu vas beaucoup travailler. Étant donné que tu as un mauvais rapport à l'argent, ça va commencer à détruire l'entreprise et l'entreprise va commencer à s'épuiser progressivement en commençant par toi, qui sera fatigué tout le temps. Parce que tu travailles beaucoup, mais tu gagnes très peu. Donc tu vas t'épuiser sans réellement avancer. Tu auras une sorte de dépendance financière. Pourquoi? Parce que tu seras obligé de solliciter les prêts tout le temps, les avances tout le temps, les dettes tout le temps. Parce que l'activité n'arrive pas à suivre le rythme. L'activité est en train de survivre, mais elle ne construit pas réellement quelque chose de solide. Tu auras une incapacité à pouvoir te développer. Comment on se développe lorsqu'on n'a pas de budget? Comment est-ce qu'on se développe lorsqu'on n'a pas la capacité de pouvoir recruter? Comment est-ce qu'on se développe si on ne peut pas communiquer de manière convenable? Comment est-ce qu'on se développe si on ne peut pas investir dans la croissance? Et progressivement, qu'est-ce qui va se passer? On va abandonner. Le projet va mourir. Pas parce qu'il était mauvais, mais simplement parce qu'on n'a pas appris à gagner correctement de l'argent. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise ne meurt pas seulement par manque de clients, non. Elle peut mourir parce que le fondateur avait honte d'encaisser de l'argent. Le fondateur avait honte de l'argent. Maintenant, il ne servira à rien de présenter ce contexte, cette situation, si au final on n'entre pas en profondeur dans les solutions. Donc, je vais présenter quelques solutions. Bien évidemment, elles ne sont pas exhaustives, mais elles pourraient naturellement permettre à quelqu'un qui a honte de gagner de l'argent de pouvoir progressivement corriger ce problème et devenir un meilleur entrepreneur. Donc là, je vais présenter quelques solutions. L'une des premières solutions pour se libérer de la honte de gagner de l'argent, c'est de comprendre qu'en réalité, l'argent, c'est un outil de continuité de ce qu'on fait. L'argent permet d'avoir plus d'impact. L'argent permet d'avoir plus de dignité. L'argent permet la croissance de son activité. Donc, la première solution consiste à prendre conscience du fait que vous avez ce blocage intérieur. Parce que pour résoudre un problème, ça commence par reconnaître que le problème existe. Reconnaissez que vous avez un blocage. Prenez conscience de cela. Ensuite, vous devez pouvoir assumer votre valeur. Assumer sa valeur, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître l'impact que vous avez, l'impact de votre travail, l'impact des solutions que vous apportez. Comment est-ce que ce que vous faites transforme la vie des gens? Vous devez pouvoir assumer que c'est une valeur que vous apportez aux gens. La troisième chose, c'est la structure de vos prix. Vous devez travailler sur la structure de vos prix. Vous devez clarifier vos offres et vos tarifs à l'avance. Vous devez pouvoir calculer de manière précise ce que ça vous coûte de pouvoir réaliser ce que vous faites. Et donc de pouvoir y ajouter une marge qui vous permet de mieux le faire. Le travail que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu n'aimerais pas mieux le faire plus tard? Est-ce qu'il n'y a pas un matériel qui te permettrait de mieux le faire? Est-ce qu'il n'y a pas un logiciel qui te permettrait d'être plus performant? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes à rencontrer qui vont te permettre d'être plus expérimenté? Mais est-ce que le logiciel là est gratuit? Est-ce que l'appareil là est gratuit? Est-ce que pour rencontrer cette personne, c'est gratuit? Même si cette personne te demande de venir la rencontrer gratuitement, ça nécessite du temps, ça nécessite du transport, ça nécessite des ressources, même si elles ne sont pas financières. Ce sont toujours des ressources à utiliser. Donc, pour pouvoir être plus performant dans ce que tu fais, tu as besoin d'avoir plus d'argent. C'est tout à fait naturel. Donc, tu dois structurer tes prix, clarifier tes offres et tes tarifs en intégrant le fait que progressivement, avec le temps, tu dois t'améliorer. Et c'est pour ça que dans la quatrième chose à faire, tu dois agir sans culpabilité. Quand tu vends, ça doit être avec assurance parce que tu n'es pas en train d'arnaquer, tu n'es pas en train d'escroquer, tu es en train de résoudre des problèmes. C'est tout à fait normal d'être payé pour les problèmes que tu résous. Tu dois vendre avec assurance. Tu dois être confiant dans ta capacité à pouvoir convaincre les autres. Et pour assumer sa valeur, en fait,
Pour que tu puisses bien comprendre ce que ça veut dire, il faut calculer tout ce que tu fais. Parce que quand je dis assumer la valeur, j'estime que c'est l'une des premières solutions les plus efficaces. Pour assumer la valeur de ce qu'on fait, de son travail, il faut pouvoir mesurer, il faut pouvoir calculer, il ne faut pas inventer. Ça veut dire que le prix, en fait, ne vient pas au hasard. Le prix se détermine en fonction d'un certain nombre de paramètres que tu dois évaluer. Quel est le temps que tu mets pour faire ce travail? Quelle est l'expertise que tu as? Qu'est-ce que ça t'a coûté pour avoir cette expertise? Quelles sont tes charges? Quels sont les risques que tu prends? Quels sont tes objectifs que tu veux atteindre à court, à moyen et à long terme? Quelle est la qualité de service que tu offres? Et ici, moi, je voudrais que tu puisses te poser une question parce que j'estime qu'elle est fondamentale. Quand tu fixes tes prix, est-ce que tu prends vraiment en compte toutes ces charges? Parce qu'en fait, ton prix doit être calculé en fonction de tous ces paramètres. Ce n'est pas en fonction de l'humeur du client. Tu calcules ton prix en te disant, je mets ce prix parce qu'il me permet de pouvoir mieux offrir ce service, mieux offrir ce produit et continuellement améliorer ma capacité à pouvoir le faire dans la durée. Et pour ça, j'ai besoin de le vendre à ce prix. Donc, c'est pas l'humeur du client, ce n'est pas une faveur que tu fais. C'est une expertise que tu apportes. Quand je parle de la deuxième solution qui consiste à fixer une grille tarifaire, parce que tu dois avoir une grille tarifaire de tes produits, de tes services. Ne reste plus avec les discours du style, non, on va voir, ça dépend, donnez ce que vous pouvez, il faut arrêter ça. Arrête de dire donnez ce que vous pouvez. Parce que quand tu dis ça, en fait, ça crée de la confusion. Ça crée ce qu'on appelle une négation. C'est-à-dire que au plus profond de toi, ça crée des conflits. Et ça fait en sorte que tu manques de respect, même à ton talent, même à ton expertise. Tu dois pouvoir constituer tes offres. Il y a l'offre basique, ça coûte tel montant. Il y a l'offre standard, ça coûte tel montant. Il y a l'offre premium, ça coûte tel montant. Peut-être s'il s'agit des services. Si c'est un produit, il doit avoir des prix clairs. Parce que quand le prix est clair, on ne panique pas devant le client. On a déjà eu à effectuer le travail qui nous permet de savoir pourquoi est-ce qu'on a fixé ce prix. Du coup, quand on donne le prix, on sait directement ce qu'il y a derrière ce prix. On ne pourra plus le changer n'importe comment. Tu ne peux pas improviser de manière permanente. Ça crée la confusion. Ça fait en sorte que les gens ne te respectent pas. Non. Tu dois avoir une grille tarifaire, c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose de rigide, ça peut s'adapter en fonction des contextes, mais au moins ça te permet d'avoir une certaine clarté dans ton travail. Et ça permet de protéger toutes les parties parce qu'avec ça, tu sais que j'ai pris en compte tous les paramètres, y compris même les risques, parce que tu peux vendre un produit, tu peux offrir un service, et puis après il y a des risques, et puis après il y a des retours à gérer. Le prix doit prendre aussi en compte tous ces paramètres-là. Donc, ce n'est pas une faveur que tu es en train de faire. Tu le fais parce que tu te respectes toi-même. Tu respectes ton talent. Tu respectes aussi le service que tu dois rendre à l'autre, qui doit être excellent. La troisième solution consiste à séparer les émotions de ta facturation. Ça, c'est la première chose de la solution 3 qu'il faut mettre en place. Moi, je comprends le fait que tu souhaites être quelqu'un de gentil, quelqu'un d'humble, quelqu'un de poli, quelqu'un d'humain. Je suis d'accord. Ce n'est pas fondamentalement mauvais. Mais ça ne t'empêche pas d'être ferme sur tes conditions de paiement. Ça veut dire que tu respectes l'autre. Tu fais comprendre à l'autre vraiment, je comprends votre situation. Je comprends le fait que vous n'ayez peut-être pas suffisamment de moyens afin d'accéder à mon produit ou à bénéficier ou de pouvoir bénéficier de mon service. Mais voilà nos conditions de paiement. Parce que c'est ça qui va permettre que nous puissions travailler de manière optimale. Ce n'est pas parce que tu es gentil que tu dois annuler toutes les règles de gestion de ton entreprise. Non. Tu peux être humain et professionnel. Et le professionnalisme, ça commence par facturer de manière convenable. Ce n'est pas parce que tu factures que ça signifie que tu n'es pas humain, non. La personne a bien un problème. Est-ce que tu aimerais mal résoudre son problème parce que tu as mis un mauvais prix?
Est-ce que tu aimerais prendre son argent et finalement son argent ne te permet pas de résoudre le problème parce que tu as mal fixé le prix? Ça signifierait quoi finalement? Que tu n'es pas quelqu'un de professionnel. Parce qu'il a eu un problème, tu n'as pas pu le résoudre de manière convenable, simplement parce que le prix n'a pas été bien fixé, tu n'as pas suffisamment travaillé dessus. La quatrième solution consiste à comprendre que vendre, c'est une façon de servir. Vendre, en fait, ce n'est pas de la manipulation. Vendre, c'est une proposition d'une solution que tu fais à quelqu'un. La personne a un besoin et tu lui proposes une solution. C'est ça, vendre. Donc, du coup, si ton produit intéresse réellement les gens, mais pourquoi tu ne le vendrais pas? Pourquoi? Pourquoi tu ne mettrais pas des offres claires pour le vendre? Mais attends, si tu ne le fais pas, ça veut donc dire qu'au final, tu es même quelqu'un d'un peu égoïste. Donc, tu dois comprendre que le fait de vendre, c'est une manière de servir. C'est une manière de résoudre des problèmes que les gens ont. Donc, en fait, tu es une forme de héros. Donc, tu ne peux pas dire que tu as un produit qui aide réellement les gens et tu ne le vends pas. Ça veut dire que tu es quelqu'un de méchant. Tu es quelqu'un de méchant. Et la cinquième solution, c'est de faire la différence entre la générosité et la mauvaise gestion. Il y a une différence entre être généreux et être un mauvais gestionnaire. C'est différent. Tu peux offrir des bonus aux gens, c'est possible. Pendant certaines situations sociales, oui, tu peux faire quelques réductions qui sont stratégiques, des offres spéciales à des moments bien précis. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ça ne doit pas devenir un modèle. Tu ne peux pas faire les promotions tout le temps. Tu ne peux pas tout le temps être en promotion, tout le temps être en train de réduire tes prix. Non, ça c'est de la générosité désordonnée. Même si tu es généreux, ça doit être stratégique. Ça doit être à des moments précis. Les gens doivent savoir que ça vient de manière exceptionnelle, de manière spécifique. Sinon, ça va commencer à devenir une habitude, une fuite financière que tu ne pourras plus contrôler avec le temps. La sixième solution consiste à formaliser tes offres et je l'ai déjà présenté antérieurement. En fait, si tu veux bien formaliser tes offres, il y a quelques astuces à suivre. Première des choses, c'est de te poser la question, quel est le problème que tu résous? Est-ce que vraiment tu réussis à résoudre un problème concret? Si oui, ce problème, c'est lequel? Quel est le besoin concret que tu traites? Le client reçoit quoi réellement grâce à ce que tu fais? Est-ce que c'est un livrable? Est-ce que c'est un accès? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un accompagnement? Il faut qu'on le sache. La troisième chose, c'est le délai et le prix. Tu le fais en combien de temps? Ça coûte combien? Ça doit être clair. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté. Non. Ça doit être clair et précis. Préparé à l'avance. Et la dernière chose, c'est quel est le résultat que le client est censé avoir avec ta solution? Qu'est-ce que le client va obtenir? S'il n'obtient pas ça, qu'est-ce qui se passe? Le service après-vente se passe comment? Le service après-vente est facturé comment? Est-ce qu'il est pris en compte dans le prix? Ou est-ce qu'il y a des offres spéciales pour ça? Tout ça doit être défini à l'avance. Parce que dès qu'un seul de ces aspects est flou, tout devient flou. Et du coup, le prix va commencer à devenir quelque chose de discutable, ce qu'il faut particulièrement éviter. Donc ça, c'est la sixième solution. Ce que je peux considérer comme étant la septième solution, c'est d'apprendre à relancer les paiements. Je sais que parfois tu as peur de relancer parce que tu te dis que tu gênes les gens. Non, tu n'es pas en train de les gêner. Les gens ont beaucoup de choses à faire. Moi, parfois, je me dis que je vais faire quelque chose, après je peux oublier, alors que j'en ai vraiment besoin. Du coup, relancer, ce n'est pas une forme de mendicité, non. En fait, quand tu relances quelqu'un, ce n'est pas que tu manques d'éducation, ce n'est pas que tu n'es pas humain, non. Relancer, c'est une manière de dire que on a eu un accord ensemble. Je ne t'ai pas forcé. Je t'ai présenté quelque chose et on a eu un accord. On a consenti cela librement.
je te relance, c'est-à-dire je te rappelle une information concernant un accord que nous avons déjà consenti librement ensemble antérieurement. C'est tout. Bonjour Madame Pamela. Je vous rappelle que le paiement prévu pour ce jour n'a pas encore été effectué, sauf omission de ma part. Merci de régulariser la situation afin que nous puissions continuer notre travail dans de meilleures conditions. Ce n'est pas de la mendicité lorsque tu le dis. Ça ne veut pas dire que tu manques d'éducation, non. Vous avez eu un échange avant. Vous vous êtes entendu sur quelque chose. La personne n'a pas respecté cette chose. Tu effectues une relance. Parce que je peux te rassurer que si tu as honte de relancer, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer ton temps à emprunter pour financer, en fait. Tout le temps, tu seras obligé d'emprunter. Et en fait, tu empruntes pourquoi? En fait, tu empruntes pour financer les retards des autres. Alors qu'il te suffisait simplement d'effectuer des relances. La relance, elle est fondamentale. C'est pour ça que c'est important d'avoir son bloc-notes. Ou alors ton téléphone, il y a des applications aussi qui permettent de le faire. Tu notes les relances à effectuer. Quand le moment de la relance arrive, tu effectues la relance. C'est tout. La 8e solution que je voudrais présenter ici, c'est de pouvoir communiquer sur ses résultats. Je pense qu'on néglige beaucoup cet aspect qui est fondamental, mais c'est important de montrer ce que tu fais. C'est important de montrer les résultats que tu as obtenus. C'est important de montrer des témoignages. C'est important de montrer des personnes qui ont été transformées grâce à toi. C'est important parfois de montrer des chiffres. Parce que quand tu ne montres jamais la valeur que tu crées, quand tu ne montres jamais la transformation que tu es capable de générer chez les gens, en fait, il ne faut pas que tu sois surpris que tout le temps, les gens soient en train de discuter le prix. Parce que les gens discutent le prix parce qu'ils ne sont pas martyrisés, ils ne sont pas matraqués de ton talent tout le temps. Tu ne communiques pas assez sur ton talent. Et ça, c'est la 8e solution. Tu fais des choses extraordinaires, mais personne ne connaît. On ne voit pas les gens être transformés par ce que tu fais. Tu ne montres pas les gens que tu as accompagné. Tu ne montres pas les gens qui ont utilisé ton produit. Tu ne montres pas ce que tu fais. Tu ne montres pas tes résultats. Tu ne montres pas les témoignages. Tu ne montres pas les transformations. Tu ne montres pas tes chiffres. Mais pourquoi tu voudrais que quand tu dis à quelqu'un que ton prix c'est 10 000, qu'ils ne te disent pas que toi aussi tu exagères? Mais il dit ça parce que il n'est pas suffisamment imprégné de ce que tu es capable de faire. Sinon, il ne serait pas en train de discuter. Donc, la 8e solution, c'est de communiquer sur ses résultats. La 9e solution, c'est de comprendre que l'argent permet d'avoir un peu plus d'impact. Moi, je pense que quand tu vas comprendre ça, ça va jouer. Ça va faire beaucoup de différence. Parce que regarde, lorsque tu as plus d'argent, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, tu peux recruter plus de personnes. C'est-à-dire, tu peux recruter des experts qui te permettent de mieux faire ce que tu fais actuellement. Si tu as plus d'argent, tu peux plus communiquer. C'est-à-dire toucher plus de personnes. Si tu as plus d'argent, tu peux plus produire. Tu peux plus former. Tu peux plus investir. Tu peux plus aider. Parce que je considère même que tu aimes aider les gens. Mais attends, si tu as plus d'argent, tu pourras aider plus de gens. Si tu aimes aller dans les orphelinats, aider les orphelins. Si tu as plus d'argent, tu pourras aller dans plus d'orphelinats. Tu pourras rencontrer plus de personnes. Si tu as plus d'argent, tu pourras construire. Tu pourras te pérenniser dans la durée. Donc en fait, entre des mains responsables, l'argent peut bâtir des familles, l'argent peut bâtir des entreprises, bâtir des communautés. En fait, l'argent peut faire des choses incroyables. Et tu dois comprendre que l'argent permet d'avoir donc plus d'impact. Pourquoi donc tu as peur de vendre et tu as honte de gagner plus d'argent afin d'avoir plus d'impact? L'argent va extérioriser ce que tu es. Si tu es une bonne personne, avec plus d'argent, tu seras une bonne personne qui aide encore le maximum de personnes. Imagine, toi, tu es une bonne personne, mais tu n'as pas d'argent. Tu vas devenir aigri. Tu vas progressivement devenir une mauvaise personne parce que même une bonne personne doit s'entretenir pour continuer de rester une bonne personne. Les valeurs que tu as actuellement là, elles sont fragiles si tu n'as pas beaucoup d'argent. Parce que je tiens à préciser que la misère ouvre la porte vers la compromission plus facilement. On se compromet plus facilement lorsqu'on souffre.
On brise ses valeurs plus facilement lorsqu'on misère, lorsqu'on a faim. Donc le meilleur moyen pour toi-même de conserver tes valeurs, parce que si tu es une bonne personne, c'est parce que tu as des valeurs. Mais si tu veux conserver tes valeurs, tu penses que qu'est-ce qui va te permettre de les conserver plus facilement? C'est de l'argent. Au moins, tu auras de l'argent pour bien te vêtir. Tu auras de l'argent pour manger. Tu auras de l'argent pour te loger. Tu auras de l'argent pour pouvoir satisfaire tes besoins élémentaires. Du coup, tu n'auras pas besoin de mendier. Et donc, tu auras suffisamment d'argent pour avoir l'autorité nécessaire pour conserver tes valeurs et permettre au maximum de personnes de bénéficier de la belle personne, de la belle âme que tu es. Donc, il faut plus d'argent pour ça. Donc, tu ne peux pas te permettre de dire que tu ne veux pas avoir plus d'argent. Ça t'empêche d'être une personne encore plus bonne que tu ne l'es déjà. Et si tu es une mauvaise personne, ça peut te permettre de devenir une bonne personne parce qu'au moins, tu n'auras plus ce qui te manquait tant. Parce que moi, j'aime toujours dire que si tu es un bon entrepreneur, tu gagnes même beaucoup d'argent. Mais si tu n'as pas une certaine discipline, voilà, même cet argent, tu ne pourras pas le conserver longtemps. Tu vas gagner de l'argent et puis il va repartir totalement. Donc, moi, je trouve qu'il est important que chaque entrepreneur puisse travailler sur sa discipline, puisse apprendre à organiser son argent, puisse mettre en place une certaine dynamique collective et entrepreneuriale pour ne pas se sentir seul. Parce que parfois, l'une des choses qui pousse aussi à ce qu'on se retrouve dans une situation où on a honte de gagner de l'argent, c'est parce qu'on n'est pas entouré de personnes qui parlent d'argent. On n'est pas entouré de personnes qui démystifient l'argent. On est aussi avec d'autres personnes qui, elles aussi, ont honte de parler de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé une tontine qui s'appelle la tontine entrepreneuriale Propulsion. Donc, tous les membres de Propulsion connaissent déjà forcément cette tontine. Le but est qu'on puisse cotiser ensemble avec discipline, qu'on puisse investir sans peur et surtout qu'on puisse construire ensemble un projet. Le projet que nous avons choisi, c'est le projet Njoka pour un début, pour une période de 12 mois. Donc, dans cette tontine, nous prenons uniquement des personnes qui souhaiteraient se mettre dans cette discipline pendant minimum 12 mois. Parce que c'est aussi un exercice qu'on impose aux membres de la tontine. On te dit, ok, tu gagnes de l'argent, c'est bien. Maintenant, dans notre tontine, on va t'imposer le fait de conserver ton argent pour développer ensemble un projet plus grand. Dans notre tontine, la cotisation minimale, c'est 50 000 francs par mois, pendant minimum 12 mois. Donc, pour rejoindre notre tontine, tu cotises 50 000 francs chaque mois pendant minimum 12 mois. Si tu as plus de moyens, tu peux cotiser 100 000, 200 000, 500 000. Il n'y a aucun plafond maximum. Mais le minimum, c'est 50 000. Si tu n'as pas 50 000, mais tu veux rejoindre la tontine, tu peux trouver d'autres personnes. Vous vous mettez ensemble jusqu'à avoir au moins un an de 50 000 francs. Vous intégrez notre groupe WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp. Le responsable, c'est Emmanuel. Donc, il va vous contacter. Je vais laisser son numéro de téléphone dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien à remplir pour rejoindre notre tontine. Et une fois que vous allez remplir ce lien, nous allons vous contacter pour vous donner toutes les modalités. Et quand vous payez, vous intégrez dans le groupe. Dans le groupe, chaque mois, nous avons une réunion. On fait l'état des cotisations de chacun. On présente l'évolution du projet. Chacun voit exactement comment sa cotisation permet au projet de se développer. Et après les 12 mois, on fait le bilan global et chacun gagne minimum 10%. Ça, c'est pour ceux qui ont cotisé moins de 600 000 francs, du moins 600 000 francs en descendant. Et pour ceux qui ont cotisé plus de 600 000 francs, gagnent 18%. Ça peut aller au-delà de ces pourcentages, mais jamais en deçà, en fonction des résultats du projet. Ça, c'est la tontine entrepreneuriale Propulsion. C'est aussi un autre moyen de pouvoir briser cette honte de gagner beaucoup d'argent. Cette honte de parler de l'argent. Cette honte de se dire que moi aussi, je peux aspirer à la richesse. Ce n'est pas un tort. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas un vol. C'est une manière de pouvoir mieux vous exprimer et permettre aux gens de pouvoir comprendre que, en fait,
pour devenir la meilleure version de moi, j'ai besoin de plus d'argent. Donc, vouloir gagner plus d'argent, ce n'est pas un péché. Avoir de l'ambition, bien facturer ses clients, vendre quotidiennement, relancer pour les paiements, réussir financièrement, c'est pas un péché en fait. Non. Et gagner de l'argent ne t'empêche pas de rester humble, non. Ça ne t'empêche pas de rester humble. Il n'y a pas, c'est pas lié en fait. Et l'argent n'est pas ton Dieu. L'argent, c'est un outil. L'argent, c'est l'oxygène de ton entreprise. L'argent, c'est ça qui va te permettre de pouvoir réaliser ta mission de vie. Ça va te permettre de rester vivant. Ça va te permettre d'être respecté. On ne te respecte pas si tu n'as pas d'argent. Les plus grandes humiliations que tu vas subir, la plupart des fois, c'est parce que tu vas manquer d'argent. Et comment est-ce que tu peux prendre le sujet de l'argent à la légère? Donc, si toi aussi tu t'es reconnu dans le schéma que j'ai présenté et que toi aussi tu avais honte de gagner beaucoup d'argent, je suis certain que les solutions que j'ai présentées durant cette messe entrepreneuriale propulsion vont te permettre de pouvoir toi aussi sortir de ce problème qui est beaucoup plus profond qu'on ne peut le penser. Et voilà, si tu souhaiterais rejoindre notre tontine, j'ai donné toutes les modalités. Donc, dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio, je vais laisser un lien. Tu cliques dessus, tu remplis le formulaire afin de pouvoir rejoindre notre tontine. Une fois le formulaire rempli, nous allons te contacter pour te donner tous les autres détails. Et si tu estimes que les conditions te semblent favorables, on se retrouve dans la tontine entrepreneuriale propulsion. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous cette messe entrepreneuriale propulsion et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle messe entrepreneuriale. À très bientôt.